Je te connais par le virtuel, puis je te connais maintenant en vrai. Ce que je vois en virtuel et ce que je vois en vrai, il y a quelque chose d'authentique et il y a quelque chose de diamétralement opposé. Ce que je vois en virtuel, c'est quelqu'un qui est groundé, qui reflète le bonheur. Ce que je vois en vrai, c'est quelqu'un de groundé, mais qui a un côté très punk. Et ce côté-là, je ne le vois pas en virtuel. Ça, c'est un commentaire que mon ami Danny Michael Tifo m'a fait pendant un atelier du Club des élites de l'Académie du podcast alors qu'on était en République dominicaine. Un commentaire qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que ça m'a amené à me demander s'il y avait une dissonance entre qui je suis et comment les autres me perçoivent. Après une bonne réflexion, je me suis rendu compte que c'est vrai que je suis une personne groundée, structurée et douce. Mais c'est aussi vrai que je suis une femme passionnée, parfois all over the place, puis un peu punk. Puis aujourd'hui, ma belle heureuse, j'ai envie de t'amener avec moi dans l'univers de l'authenticité et de l'acceptation de tes multiples facettes qui font de toi une personne extraordinaire et unique. Parce que c'est pas vrai que tu es seulement comme ça. Tu es aussi comme cela et comme ceci et peut-être même de cette façon-là. Et tous ces côtés-là de toi sont aussi beaux les uns que les autres parce que ce sont les tiens. Puis comme je t'en parlais dans l'épisode 40 du podcast, tu es authentique. On part ça. Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, tu es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Salut ma belle heureuse et re-bienvenue dans un autre épisode du podcast Le bonheur sans bullshit. Bienvenue tout simplement si c'est ta première fois sur le show avec moi. J'ai envie de te poser la question, combien de fois est-ce que tu t'es fait dire « Ah, mais toi, t'es comme ça. Toi, Caro, t'es une personne émotive. Martine, t'es quelqu'un qui aime sauver le monde, hein? T'aimes ça tout le temps venir sauver les gens. Ah, Vicky, toi, t'es une fonceuse. » L'humain adore utiliser des étiquettes. Pourquoi? Parce que c'est réconfortant, c'est clair, puis c'est facile de s'y identifier. Mais l'affaire, c'est que autant que ça puisse être rassurant d'avoir des étiquettes, ça peut aussi être très limitant. Parce que si tu te fies seulement aux étiquettes que les autres te collent à ta personnalité, tu risques d'avoir constamment l'impression de ne pas te connaître toi véritablement. Tu vas te remettre en question over and over again. Tu vas toujours venir te reposer la question: mais est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis de même? Mais là, finalement, on m'avait dit que j'étais comme ça. C'est-tu encore vrai? Parce que, je vais donner un exemple. Quand tu étais jeune, ta mère te disait: ma puce, faut que tu apprennes à prêter tes jouets parce que c'est important de penser aux autres puis de pas être égoïste. Puis que toi, tu te disais: c'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux être égoïste, c'est parce que le cousin qui s'en vient chez nous, il brise tout le temps mes jouets. Ben, si c'est le cas, tu risques d'associer le fait d'avoir un attachement à tes choses matérielles à de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que ta figure parentale, la personne qui t'inspire à tous les jours puis qui t'apprend finalement, qui t'éduque à vivre en société, est en train de te dire que avoir de l'attachement pour des choses matérielles, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est égoïste. Puis d'être égoïste, ça non plus, c'est pas bon, c'est pas positif, puis il faut pas être égoïste dans la vie. Quand toi, dans le fond, la seule affaire que tu veux, c'est pas parce que tu veux pas prêter tes jouets, c'est parce que tu veux pas qu'ils soient brisés. Puis depuis que tu es jeune, tu as entendu, puis tu as appris que être égoïste, c'était pas correct. Fait que tu associes les deux ensemble, puis ce qui arrive à l'âge adulte, ça se peut que tu aies une mauvaise relation avec le fait de t'acheter des affaires, de t'acheter des choses qui sont matérielles, qui sont juste pour toi, ou peut-être même que tu vas te retrouver à avoir une mauvaise relation avec l'argent. Parce que dans ta tête, c'est égoïste de garder les choses pour toi puis de ne pas avoir envie de les partager. Mais dans les faits, cette étiquette-là d'égoïsme,
n'a rien à voir avec qui tu es aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Tu n'es pas une personne égoïste. Tu as peut-être juste envie d'avoir des choses qui t'appartiennent à toi. Puis ça ne fait pas de toi une personne égoïste. Puis je veux que tu retiennes une affaire. C'est pas parce que tu as un comportement X que tu dois t'approprier ce comportement-là comme faisant partie intégrante de qui tu es. C'est pas parce que tu as de la peine que tu es une personne triste. OK? C'est pas parce que tu vis quelque chose de triste, tu vis une séparation, tu vis un deuil, tu as perdu ton emploi ou tu t'espérais avoir un poste, puis finalement, tu ne l'as pas eu, puis ça te rend triste. Ça ne fait pas de toi une personne triste. C'est juste que tu as une émotion de tristesse que tu vis présentement. C'est pas parce que tu ressens de l'anxiété que tu es une personne anxieuse. On en ressent pas mal tous comme humains de l'anxiété à un moment dans notre vie. Certaines personnes plus que d'autres, plus souvent que d'autres dans certaines situations. Mais c'est pas parce que tu ressens de l'anxiété que tu es une personne anxieuse. Avoir de la facilité dans quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose-là te définit et que tu ne peux pas te retrouver en même temps dans la couleur opposée du spectre. Puis là, je vais t'expliquer où est-ce que je veux en venir avec ça. Je vais te donner un exemple. Dans ma vie, moi, je me suis toujours considérée comme une personne très technique. À l'école, quand j'étais jeune, au secondaire, primaire aussi, mettons qu'on y va avec le secondaire, j'avais de la facilité dans pas mal toutes les matières, mais dans les matières importantes, genre français, maths, anglais, tu sais, les plus, celles qui vont nous suivre comme pas mal toute notre vie, qui vont nous servir pas mal à tous les jours, ma matière préférée, c'était les maths. Parce que j'ai toujours été attirée envers les chiffres. Puis, surtout quand j'ai commencé à apprendre l'algèbre, je tripais tellement ma vie. Sérieusement, là, j'avais vraiment du fun. On avait des cours, je suivais des cours, dans le fond, après les heures de cours parce que on avait changé d'école. Mon école que j'avais avait eu un gros dégât d'eau, puis ils en ont profité pour comme faire des grosses rénovations. Puis là, je me suis retrouvée à aller dans une autre école. Puis vu qu'il y avait déjà des gens, bien, on splittait les journées en deux. Puis là, ben moi, mes cours d'algèbre, c'était comme, tu sais, les cours, on avait des cours de mathématiques normaux, mais on avait les cours d'algèbre étaient soit le week-end, soit en soirée. Moi, je voulais rien savoir d'aller à l'école la fin de semaine. Fait que moi, j'avais pris l'option des cours de soir. Fait que je revenais chez nous comme à 7h, 7h30, 2 fois semaine. Je pense que c'était les mardis, jeudis, j'avais des cours d'algèbre. Je tripais ma vie solide. Pour moi, là, c'était comme une activité là, spéciale. Tu sais, comme yes, là, j'ai mon cours d'algèbre. La géométrie, j'ai ça. Ça, là, c'était. Non, j'avais vraiment de la difficulté avec ça. Mais tout ce qui était calcul, algèbre, sinus, cosinus, tangente, ça me faisait triper là, vraiment beaucoup. Assez que fait cocasse, en secondaire 5, j'étais en enrichi, j'étais dans un programme d'éducation internationale au secondaire. Puis en secondaire 5, j'avais mon cours préféré, c'était mon cours de mathématiques, c'était le cours le 536 qu'on appelait. C'était comme le cours le plus de mathématiques en secondaire 5, le plus élevé. Je l'ai coulé. Ça a été le seul cours de toute ma vie que j'ai coulé, puis pas un peu, là. Tu sais, c'était pas, genre, la note de passage, c'est 60. C'était pas 58, là, c'était comme 35, OK? Puis j'étais, à tous les jours, j'allais suivre des cours de récupération. Puis, malgré ça, c'était mon cours préféré. Ça te donne une idée, là? Fait que, en tout cas, fin de la parenthèse. J'aimais vraiment ça, les mathématiques, au secondaire. Puis d'un autre côté, tout ce qui était créatif m'attirait vraiment beaucoup, mais j'ai toujours eu l'opinion que j'avais aucun talent dans les arts. OK, j'aimais beaucoup, j'adorais l'écriture. J'aimais tellement ça, écrire. Quand j'avais 14 ans, j'écrivais des poèmes, je voulais écrire un livre. Combien de fois j'ai essayé de tenir un journal intime juste pour le fait d'écrire parce que j'aimais ça. Mais j'avais le sentiment
d'avoir l'âme d'une écrivaine, mais j'arrivais pas à faire de la magie avec les mots. Euh, Sinon, il y avait le chant aussi, dans le côté créatif. Je pouvais chanter pendant des heures dans ma chambre. Puis j'aurais tant voulu être chanteuse quand j'étais jeune. J'avais même fait un spectacle, j'avais participé à un spectacle au secondaire, en secondaire 1. J'avais chanté 2 chansons. En tout cas, ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès, mais j'ai jamais pris de cours de chant, tu sais. Puis vu que ça venait pas instinctivement, puis que j'avais un profond malaise à m'entendre chanter moi-même, fait que je mettais tout le temps la musique dans le tapis pour pas m'entendre. Mais l'affaire, c'est quand tu t'entends pas en chant, c'est sûr que tu vas pas bien chanter. C'est comment tu vas atteindre la note si tu t'entends pas, savoir où est-ce que t'es, tu sais. Fait que, fait que je me suis toujours dit, je réussirai jamais comme chanteuse parce que j'ai pas de talent. Mais dans le fond, c'est parce que j'avais pas la technique. J'aimais danser aussi. J'ai été des années à dire que la danse, c'était une de mes plus grandes passions. J'ai été dans 2 troupes de danse, bien, une troupe de danse pendant 2 années consécutives au secondaire. Ensuite de ça, j'ai fait un autre spectacle de talent au cégep en créant une chorégraphie avec une amie. Puis quand j'ai eu 18 ans, à toutes les semaines, sans exception, je sortais dans les bars, j'allais danser. Quand j'étais jeune, les danses de 9 à 13 ans, j'allais tout le temps là-dedans, ou 12-18. Tu sais, j'ai toujours aimé danser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je manquais de confiance, puis je trouvais que les autres avaient tellement plus de grâce que moi, j'en avais. Tu sais, puis j'essayais de trouver mon groove, puis j'essayais de trouver mon style, puis j'avais de la difficulté. Fait que pour moi, j'avais l'âme d'une créative, mais j'avais le talent d'une personne technique. Parce que tu me mets devant un ordinateur, tu me mets dans n'importe quoi qui est les chiffres, tu sais, comme de la comptabilité, quelque chose qui est même à la limite le manuel, tu sais, de trouver quelque chose qui marche plus. Puis là, t'es comme, faut que tu trouves une raison pour, pas une raison, mais une solution sur comment ça va fonctionner. Mais moi, ça, mon cerveau, il thrive avec ça, là, ça va super bien, là, tu sais. À 12 ans, je faisais des sites web, puis je hackais le monde sur Internet, là. C'était facile pour moi. Tout ce qui est technologie, c'est très facile pour moi. Fait que j'ai toujours pensé que j'étais que technique, que j'avais pas de talent dans la créativité. Et à l'école, j'étais vraiment pas bonne en arts plastiques. Autant que j'aimais le dessin et la peinture, je voyais pas de talent en moi. Je croyais qu'on devait avoir du talent naturellement dès la naissance pour être considéré comme une personne créative. Puis quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, ben je répondais que je voulais être psychologue. Parce que pendant des années, de 12 à 18 ans, j'ai voulu étudier en psychologie. J'ai toujours aimé écouter les gens. J'ai toujours aimé trouver des solutions. Tu sais, je suis très dans la solution, je suis très orientée solution dans ma façon de penser puis de voir ma perception de la vie. Puis finalement, quand j'ai fait mon inscription à l'université, j'ai changé d'idée. Je me suis inscrite 2 années d'affilée à l'université puis j'ai été acceptée, mais je suis jamais allée. On m'avait présenté dans ce temps-là, à 19 ans, l'opportunité de pouvoir travailler dans le domaine financier, puis j'ai tellement sauté sur l'occasion parce que j'étais comme « Oh wow! OK, ça m'intéresse. » Puis je vais avouer que le côté psychologie, ce qui m'a un peu fait changer d'idée, c'est la durée d'école. Tu sais, 7 ans d'université, là, je trouvais ça vraiment intense. Un, j'avais pas le budget, puis 2, je trouvais que c'était beaucoup. Puis, tu sais, en psychologie, si tu veux être psychologue, tu te dois d'avoir un doctorat en psychologie. Fait qu'il faut vraiment que tu aies des notes. C'est un programme qui est contingenté, donc il faut vraiment que tu aies des notes très, très hautes pour réussir à te rendre là. Puis quand je me suis inscrite, je me suis dit, je suis pas certaine que ça me tente de passer au travers, que je suis prête à passer au travers de tout ça, que je le veux assez finalement, tu sais. Fait que quand on m'a présenté l'opportunité de travailler dans le domaine financier, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce qu'en plus, c'était une opportunité de travailler pour moi, de devenir un peu comme travailleur autonome si on veut. Puis j'ai toujours tripé sur le fait d'avoir son entreprise. Même quand je voulais être psychologue, moi, je voulais ouvrir mon bureau, je voulais avoir ma pratique. C'était très important pour moi
Puis je sais pas d'où ça vient, honnêtement, parce que dans ma famille, il y a aucun entrepreneur, autant du côté de mon père que du côté de ma mère. Puis j'ai je sais pas ça vient d'où, mais depuis que j'ai 18-19 ans, pour moi, je savais que je voulais travailler pour moi. Fait qu'on m'a présenté cette opportunité-là. J'étais allée suivre ma certification en assurance de personnes puis en fonds mutuels. Puis ma job, dans le fond, je faisais des analyses de besoins financiers pour aider les gens à se défaire de leurs dettes, à venir augmenter leurs économies, avoir une bonne assurance aussi vie, des bonnes assurances vie qui sont en congruence avec leurs besoins. Puis j'en mangeais là. J'aimais tellement ça, faire ça. Me retrouver toute seule sur l'ordinateur à faire avec des chiffres. Hein? C'était ça, dans le fond. C'était les chiffres qui m'attiraient beaucoup, tu sais. Jusqu'à ce que j'aime moins le côté acquisition de clientèle parce que la vente, ça, j'aimais moins ça. Tu sais, j'ai travaillé en vente comme vendeuse dans des boutiques et tout ça, puis c'était pas quelque chose, aller vers les gens, j'avais de la difficulté, je manquais de confiance, puis on se comprend qu'à 19 ans, quand tu parles avec des gens d'une cinquantaine d'années de finances, la crédibilité est moins là. Tu sais, les gens, ils te revirent de bord assez facilement. Fait que moi, ce que j'aimais vraiment, c'est le côté technique, c'était le côté des chiffres, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils ne jugent pas. Ils sont là, point. Puis quand on n'est pas satisfait du portrait que ces chiffres-là nous donnent, qu'ils nous donnent quand on fait l'analyse, bien, on peut faire un plan d'action pour les changer. C'est facile. Tandis que dans le côté vente, le côté humain, ça, c'est moins tangible parce qu'il y a des émotions, il y a de la persuasion, il y a des peurs, il y a des mécanismes de défense. Tu sais, fait qu'on est loin de la technique des chiffres, là. Puis ça, je trouvais ça beaucoup plus challengeant d'avoir à dealer avec des gens, d'avoir à dealer avec les émotions des gens, le jugement aussi. Fait que j'ai juste quitté. J'ai arrêté ça parce que l'aspect d'aller chercher de la clientèle, c'était pas pour moi. J'aimais vraiment pas ça. Puis après être partie de là, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un bureau au département de facturation. Puis là, oh my God, la joie! J'allais être devant un ordinateur toute la journée à travailler avec des chiffres. J'étais dans les nuages, j'étais au ciel. Puis c'est là que j'ai commencé mon parcours officiellement en comptabilité. Puis au fil des années, j'ai changé, j'ai passé d'un département à l'autre. J'ai comme appris tout le cycle comptable, puis je me formais sur le tas parce que moi, j'ai fait des études pour me diriger en psychologie, là. J'ai pas fait des études en comptabilité, mais comme pas pantoute. Sauf que j'apprenais vraiment vite parce que mon cerveau comprend très rapidement la matière des chiffres. Tu sais, je vais rencontrer quelqu'un, je vais oublier son visage très facilement. J'ai vraiment de la difficulté avec les noms puis avec les visages. Mais donne-moi un code de cadenas, par exemple, là, puis il y a des bonnes chances que je m'en souvienne pendant des années. C'est ça, mon cerveau aime beaucoup les chiffres. Fait que j'étais, pour moi, une personne très technique et non créative. Jusqu'à ce que, plusieurs années plus tard, je commence à découvrir le monde du web design. Puis là, je me suis amusée comme une petite folle avec Photoshop, à retoucher des photos. Tu sais, un moment donné, j'avais même fait un montage. C'était tellement drôle. Je m'étais mis une belle robe rose. Puis, j'ai pris une photo de moi assise sur le plancher avec la main. Je peux pas croire que je raconte ça. Je pense que j'ai jamais dit ça à personne. Avec mes mains ouvertes, tu sais, une en dessous de l'autre, comme, puis en regardant vers le ciel, tu sais, puis les mains comme vers le haut, puis comme une offrande, si on veut, au ciel. Puis là, j'avais pris cette photo-là, puis j'avais fait un montage. Je m'étais mis une photo de boule, une espèce de boule lumineuse dans les mains. Puis là, j'avais pris un background qui était très sombre. En tout cas, j'avais fait comme une espèce de montage hyper féerique, mystique, là, avec moi qui était assis sur mon plancher, mais on voyait pas le plancher, mais en tout cas, c'était écœurant. J'ai vraiment eu du fun avec Photoshop. Puis là, plus que j'avançais, plus que
plus que je développais ça, puis que je jouais avec Photoshop, puis là, comme je dis, j'ai eu un moment donné une agence de création de site web parce que j'aimais tellement ça. Le côté créatif m'interpellait de plus en plus, mais je manquais tellement de confiance en moi de ce côté-là parce que c'était pas naturel nécessairement. Tu comprends? Moi, je n'étais pas une personne créative, j'étais une personne technique. Fait que je réalisais pas nécessairement qu'avec de la pratique, je pouvais développer mes skills dans tout ce que je voulais faire. Parce que c'est ça, la vie. OK, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, tout s'apprend. Si tu es une personne qui est technique, qui veut apprendre la créatif, tu peux le faire. T'es poche en dessin, achète-toi un livre pour apprendre à dessiner. Tu vas réussir à faire quelque chose. Puis, c'est comme si moi, je réalisais pas qu'on pouvait être plus qu'une étiquette. Que je pouvais être pas juste technique, que je pouvais être créative aussi, que même si j'avais moins de facilité dans une chose, je pouvais quand même développer mes habiletés dans autre chose qui était complètement opposée. Puis quand j'ai changé de vie, j'ai pris la décision de donner une chance à mon côté créatif. Parce que je me suis retrouvée, là, j'avais fermé mon agence de création de site web pour plusieurs raisons. Notamment pour le côté vente, parce que j'avais pas personne pour vendre mes sites web, puis moi, c'est pas ça qui m'intéressait, puis j'étais pas à l'aise avec ça. Puis là, je me suis retrouvée à apprendre comment être technicienne en pose d'ongles contre un site web. Puis j'ai commencé à faire de la déco avec des pots maçons, de la peinture acryle de Annie Sloan. J'adore cette peinture-là. J'ai même restauré des meubles avec cette peinture-là, puis ça a donné des résultats incroyables. Présentement, mon set de chambre, c'était un vieux set de chambre que mon mari a trouvé sur Kijiji il y a une couple d'années. Il était brun chocolat, là. Il était vraiment... Tu sais, c'est du vrai bois, là. C'est pas de la mélamine, là. Il est pas pesant, par exemple, là, fait que je pourrais pas dire c'est en quoi, mais c'est un bois qui est très léger, mais tu sais, c'est ça, du vrai bois brun, là. C'était laid, là. C'était tellement laid. Puis là, je l'ai toute repeinturée avec de la peinture de Annie Sloan. En tout cas, c'est vraiment beau. Puis là, les gens ont commencé à me dire « Hey Marie, my God, t'es tellement créative, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu fais. » Puis moi, j'étais comme « Attends une minute, là. Moi, je suis pas créative, fuck all! » Je suis allée sur Pinterest, puis j'ai appris la technique, puis je suis allée sur le site de Annie Sloan, puis j'ai regardé des vidéos YouTube, puis je l'ai fait. Fait que tu comprends? Moi, je pensais pas que j'étais créative. L'affaire, c'est que je l'étais. Mais aujourd'hui, puis c'était la même chose avec les ongles, tu sais, quand que les clientes arrivaient, ils m'apportaient au début surtout, là, tu sais, ils m'arrivaient avec une photo d'ongles de Pinterest, mettons. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça m'aide à me donner une direction, tu sais. Fait que dans les débuts, j'essayais de faire comme la photo. Mais après un certain temps, j'avais juste besoin d'une couleur, tu comprends? La personne arrivait avec une couleur. Elle pouvait arriver avec une photo Pinterest, mais elle m'arrivait avec une couleur, je partais avec ça, avec une idée de base, puis là, je partais dans ma bulle créative. Puis, étonnamment, ma spécialité, c'est devenu ça, la créativité dans les ongles. Parce que quand mes clientes sortaient de chez nous, il n'y avait pas deux ongles qui étaient pareils. Chaque ongle avait un design spécifique, avait son design unique. Ça, c'est intense, là. Parce que j'ai réalisé que plus que je pratiquais, plus que je m'améliorais. Puis que quand j'y mettais du temps, je développais mes habiletés, puis je commençais à travailler ma créativité. Je commençais à me laisser aller dans ma bulle créative. Y avait-tu d'autres techniciennes en ongles qui étaient plus créatives que moi? Ben, mais-en! Même encore aujourd'hui, je regarde des photos puis je suis comme « Oh my God! » Tu sais, il y a des femmes qui ont vraiment, des techniciennes qui ont vraiment évolué puis c'était écœurant, regardez qu'est-ce qu'ils font, là. Mais c'est pas parce que je suis pas de ce même calibre-là que je ne suis pas créative, que je peux pas développer ma créativité. Puis là, je me suis rendu compte que dans les faits, j'étais devenue une personne créative et technique. Mais je l'ai toujours été, tu comprends? C'est juste qu'avant, je ne me donnais pas le droit d'être les deux. Parce que j'avais l'impression qu'étant donné que mon côté créatif demandait plus d'efforts, puis que j'avais pas le même talent inné que les personnes qui étaient jugées créatives d'emblée, que moi, je ne l'étais pas du tout. Je disais souvent que, comme je disais tantôt, j'avais l'âme d'une personne créative, mais le talent d'une personne technique.
c'est vraiment une croyance de merde, là. Tu sais, à quel point ça m'a limité, ça m'a empêché de prendre des cours de chant. Ça m'a empêché de pousser plus loin dans la danse. Ça m'a empêché de m'acheter des livres pour apprendre le dessin. Ça m'a empêché d'écrire un blog. Tout ça parce que j'essayais de mettre dans une boîte. Parce que je croyais pas que je pouvais avoir les deux côtés du mini-wheat. Je pouvais pas être une personne technique et une personne créative. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois tellement plus que la fille technique. Je vois une femme blonde, maintenant, qui a toujours eu les cheveux bruns, puis qui disait que jamais elle aurait les cheveux blonds. Je me suis toujours dit ça. Moi, j'aurais jamais les cheveux blonds. Mais aujourd'hui, je suis blonde. Je vois une femme qui adore le côté classique et posé, puis qui écoute des séries sur Netflix sur les bonnes manières. J'ai découvert ça récemment, je tripe ma vie. C'est vraiment cool. Mais cette femme-là, dans le miroir, a aussi pas mal de tatous. Elle parle avec un langage assez cru, puis elle est capable d'être très loud. Une femme qui, à chaque jour, développe sa féminité et sa sensualité après avoir été plusieurs années à la refouler par manque de confiance. Une femme qui voit énormément de valeur dans les relations humaines, puis qui est fascinée par le fonctionnement du cerveau, mais qui ressent de l'angoisse sociale depuis sa jeunesse. Je vois une femme qui s'est interdit d'être humaine dans son environnement professionnel pendant des années parce que les émotions, ça devait rester à la maison. Je vois une femme qui développe sa vulnérabilité de jour en jour et qui accepte maintenant qu'elle peut être plusieurs choses en même temps. Une femme qui a réussi à dire non au manque de respect, à la manipulation et à l'agressivité après avoir vécu des années dans des relations abusives. Puis j'ai envie de te dire que toi aussi, ma belle heureuse, tu peux être tout ce que tu veux en même temps. Tu n'as pas besoin d'étiquette. Puis tes comportements ne définissent pas nécessairement qui tu es. Tu peux avoir des comportements qui sont le résultat d'expériences de vie que tu as eues, des réactions qui découlent de traumas ou de conditionnements du passé. Vois ta vie comme un blanc rempli de taches de peinture. Pour enlever certaines taches, tu peux simplement remettre de la couleur par-dessus, comme une peinture. C'est toi qui écris ton histoire. C'est toi qui décides ce que tu peux faire ou ne pas faire. Pas les étiquettes, pas les fausses croyances. Tu fais un métier qui est très technique, puis tu as envie de développer ta créativité en peinturant des pots maçons, bien vas-y. C'est vraiment le fun en passant. T'es maman à la maison, puis tu as toujours rêvé d'avoir ta business, bien let's go. Fais le premier pas. Atteins ton rêve. Tu travailles de tes mains, puis pour toi, le côté structure, c'est challengeant. Mais tu le sais que ça pourrait t'aider à mieux gérer ta vie, bien va chercher des outils qui vont t'aider à planifier ta vie un jour à la fois. Ma belle heureuse, accepte tous les côtés de ton mini-wheat, puis enlève les barrières que tu te mets en répétant les fausses croyances sur ce que tu peux et ne peux pas faire. Puis pour t'aider à définir ta vision, définir quelle partie de toi tu as envie de développer et comment est-ce que tu peux ouvrir tes horizons, je t'invite à aller télécharger ton guide gratuit de l'échelle de planification du bonheur. Tu vas y retrouver un plan step by step, étape par étape, pour développer ta vision, faire le point sur ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie, puis par où commencer pour faire le premier pas vers cette destination-là. Sur ce, ma belle heureuse, j'espère que tu as apprécié ce moment de vulnérabilité et de partage qu'on a eu ensemble aujourd'hui. Quand on a eu cette discussion-là en République dominicaine, ça m'a vraiment fait prendre conscience que tu peux être ça et ça et ça, mais pas que. Que tu peux être authentique et que les gens vont te percevoir tel que tu es, avec toutes tes facettes, et que plus que tu apprécies chacune d'entre elles, plus tes relations vont s'améliorer. Parce qu'en acceptant tous tes côtés de mini-wheat, les autres vont se donner le droit d'accepter les leurs en ta présence aussi. Je te laisse mijoter là-dessus, puis je te dis à la semaine prochaine. Hey, bye là!